Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler des couples. Alors, en fait, j'ai énormément de choses à dire et en fait, je suis censée écrire un bouquin sur le sujet et le problème, c'est que déjà, les choses que j'ai commencé dans d'autres secteurs, j'ai pas le temps de les finir, donc je vais pas commencer ça tout de suite encore. Mais donc, je vais essayer de parer au plus urgent. En fait, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, mais bon, il se trouve que hier soir, il y avait un soir à la Tour Eiffel. Et il y avait notamment Vincent D'Espèdes, que je connais un petit peu, qui donne des conférences régulièrement à Paris. Je me souviens plus de l'endroit. Enfin, vous allez sur Facebook, il a une page Facebook et donc quand il organise ses conférences, je vous recommande chaleureusement d'y aller parce que c'est vraiment très très intéressant. Moi en fait j'ai arrêté d'y aller parce que j'avais pas les moyens d'y aller. C'est pas cher, hein, mais comme je suis pas sur Paris, c'était pas facile quoi. Mais j'espère y retourner, y revenir bientôt. Il dit plein de choses intéressantes, ce monsieur. Je rigole parce qu'évidemment, il est dans la manipulation complètement vis-à-vis de moi. Et donc hier soir, un soir à la Tour Eiffel, il a parlé du couple. Il disait, le couple n'existe plus. Alors évidemment, je me suis mise à rigoler. Je me suis dit, bonjour la caricature. Enfin bon, voilà, il a fait exprès. Hein, c'est de la provoque. Ça m'est destiné. Vous affolez pas. Il est comme tout le monde. Il est comme tous les mecs. Il a besoin d'une nana pour lui repasser ses chemises. Et toc, je t'en foutrais moi de la philo, nom de Dieu merde. Bon, c'est une boutade, hein. Enfin, j'ose espérer que tout le monde l'a pris comme ça. Bon, maintenant, il est vrai que si l'on considère le pourcentage de mariages qui se terminent en divorce, on est en droit de se poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Il arrive que je me suis même entendu dire il y a quelques mois au sujet de l'Inde par exemple où les mariages sont systématiquement arrangés et alors c'était la conférence à Barentin connaissance du monde et le monsieur me regarde en riant puis il me dit ah bah oui mais nous en Occident on se marie par amour mais résultat tout le monde divorce. Mais quelle andouille. Mais c'est pareil, c'était de la provocation, hein. J'ai bien pris note. Alors, pour information, je parle de ce sujet-là depuis bien des années déjà sur mes forums et tout ça. Hein. Donc vous pouvez retrouver avec le moteur de recherche, il n'y a pas de souci, vous retrouvez facilement et je n'ai pas changé de position sur le sujet. En fait, ce que disait Vincent D'Espèdes hier soir, c'est que le couple devait, les jeunes d'aujourd'hui devaient retrouver une nouvelle formulation pour le couple. En ce sens, il a raison, je dois admettre. Il a relativement raison parce que le problème réside dans le fait qu'il faut parvenir à faire concilier la notion de féminisme avec la notion de couple. Ce qui n'est pas simple. Alors évidemment, vous avez les traditionalistes qui vont vous dire mais quand même, le schéma traditionnel, la femme au foyer, etc., etc., et puis les enfants sont bien élevés, et puis... vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour information, ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai été, moi, femme au foyer pendant une trentaine d'années, ce qui ne m'a pas empêché de péter les plombs extrêmement gravement à 40 ans. Et si mes problèmes de couple étaient bien loin d'être la principale raison de ma dépression, il n'en était pas moins quand même en partie question. Hein. Alors voilà, juste une sorte de photographie de la situation à l'époque. Donc ça remonte dans les années 2000-2005 quoi, enfin dans ces eaux-là. Mine de rien, sur 4 femmes au foyer qui étaient dans mon entourage, pas entourage proche, hein, pas dans ma famille, dans mon entourage social, quoi. Ménie Padeville, Yvetot, enfin plusieurs cas qui étaient les mois à peu près en même temps que moi. Sur 4 femmes, les 3 autres se sont suicidées. Bon, attention, je ne veux pas dire par là que le fait de se faire larguer par son mari va systématiquement donner générer ce type de problème, bien sûr, c'est pas du tout ça. Simplement, je veux insister sur le fait qu'une femme qui n'a pas de travail est une femme extrêmement vulnérable, parce qu'elle existe par son statut de maman à la maison,
sans avoir à développer mon cas personnel, mais il se trouve qu'une femme qui a un travail, elle a le travail où elle a une forme d'identité et de reconnaissance, elle a son rôle à la maison où elle a une forme d'identité et de reconnaissance, elle a le rôle de la maîtresse ou de l'amante de l'homme qu'elle aime en principe, enfin j'espère, ça lui fait plusieurs casquettes quand même, hein, d'accord? Bon. Le problème c'est que la femme qui est au foyer se retrouve avec une casquette en moins. Alors je vais vous expliquer un peu, à cette époque aussi, j'ai une autre copine qui elle travaillait à plein temps et qui s'est séparée, qui a divorcé en même temps que moi. Non, elle a quitté son mari, non, son mari l'a quitté au moment où moi je pétais les plombs. Voilà. Eh bien, j'avais été stupéfaite de voir la façon dont elle assumait super bien le truc, justement parce qu'elle avait un travail. Elle avait juste eu à prendre, elle avait un antidépresseur, et c'est tout. Et en fait, en quelques mois, elle a retrouvé un équilibre tout à fait... et ça m'avait, moi, vraiment interpellée, parce que c'est quelqu'un qui travaillait dans une administration, ça m'avait vraiment interpellée, parce que je réalisais vraiment que le fait d'être à la maison, et donc de n'avoir aucune autonomie financière, était vraiment extrêmement grave. Parce qu'on vous dit effectivement qu'une femme au foyer, si elle veut quitter son mari, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tiens. Excusez du peu, hein. J'avais déposé des demandes de logement, etc. dans le secteur, je n'avais jamais eu la moindre nouvelle de qui que ce soit. Je veux dire, les faits sont là. Hein. Et j'ai discuté avec l'assistante sociale, je sais plus, il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, elle me disait qu'il n'y avait absolument rien qui avait changé. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui prend des coups ou qui a besoin d'être retirée de la cellule familiale parce qu'elle est en danger, il n'y a rien. Enfin bon, là, peut-être que ça a changé un peu. J'espère que ça a bougé un peu. Mais donc le problème reste entier. Le couple, d'accord. La famille, d'accord. Encore faut-il que ce ne soit pas un truc qui serve à broyer les femmes. Parce que quelquefois, oui, j'y vais un peu lourd, mais je vous signale que la crise du milieu de la vie, quelquefois, elle se passe à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, c'est pas du bluff, hein, c'est quelque chose qui existe bel et bien. On en parle peu, c'est vrai, mais ça existe bel et bien. Bon, maintenant, j'ai un travail important à faire, enfin que j'ai déjà commencé, mais que je dois synthétiser, il y a plein de petits morceaux sur mes forums, et je dois synthétiser tout pour remettre sur mon dernier site, qui concerne le remariage et les familles recomposées. Parce que j'observe, moi, autour de moi, que quand quelqu'un a divorcé une fois dans sa vie, il garde, pas toujours, mais quand même assez souvent, une forme de culpabilité, même s'il n'a pas été... même si ça n'est pas lui qui a trompé, même si ça n'est pas lui qui est perçu comme coupable en quoi que ce soit, il garde souvent une forme de culpabilité qui le handicape pour envisager de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Et ça, je connais plein de cas comme ça, et c'est notable, quoi. Voilà. Alors, comment faire? Quelquefois, il est souhaitable de se faire aider par un psy. Alors, je tiens à préciser quelque chose sur le sujet d'ailleurs, parce que il y a plusieurs psychiatres qui sont intervenus, des psychiatres qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire autres que Cyrulnik ou que Marcel Ruffo. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux, mais il se trouve que là, ce sont des nouveaux visages, donc j'explique. Alors, un soir à la Tour Eiffel, j'ai été obligée d'aller me coucher parce que je tombais vraiment de fatigue, donc je vais retourner voir le morceau que j'avais pas vu. Il y a le gros problème avec les psys, c'est que, comme la maladie psychiatrique en règle générale, le fait de clencher la porte d'un psy, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne va pas bien, au sein d'un couple, souvent est extrêmement mal perçu. C'est-à-dire que le mari qui a une femme qui va consulter un psy, ou la femme qui a un mari qui va consulter un psy, accepte mal, souvent. Et sur ce point, justement, je tiens à rétablir une chose, parce que ça, alors là, pour le coup, j'ai des copines à qui c'est arrivé, donc je sais de quoi je parle, et puis moi la première, de toute façon. La première chose que fait un psychiatre ou un psychologue quand il se retrouve devant un patient ou une patiente qui a des problèmes de couple, ne consiste absolument pas
à provoquer la rupture ou à remettre en cause le conjoint ou l'épouse. Voilà. C'est-à-dire qu'au contraire, il va amener le patient ou la patiente à prendre conscience de tout ce qu'elle a fait de bien, justement, avec lui ou avec elle, dans le but, justement, de lui faire comprendre qu'en s'appuyant sur ces faits-là, et sur ces valeurs-là, et sur tout ce qui a été construit de positif, il y a peut-être quelque chose à retisser. Maintenant, effectivement, quand l'autre a un vrai problème et qu'on prêche dans le désert, ce qui était mon cas, notamment, quand vous prêchez dans le désert pendant des années, si vous là, à un moment, le psy est bien obligé va vous aider effectivement à prendre votre autonomie et va vous donner le courage de partir, bien sûr, effectivement. Ça c'est clair. Mais c'est un bien. C'est un bien. Mais je veux dire par là qu'il y a probablement des gens qui s'imaginent que dans ce cas-là, le psy est l'ennemi du couple ou du mariage, ou il y a péril en la demeure, quoi. Hein. On va plutôt le voir généraliste et puis il va prendre du Prozac et puis ça va aller, quoi. C'est de la connerie, hein. Alors parce que pour information, quand quelqu'un fait une dépression, le fait de prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs, c'est bien gentil, mais je veux dire, quand vous avez une marmite qui bouillonne, hein, et que le feu est dessous et que ça arrête pas de bouillonner, c'est pas parce que vous allez poser un couvercle que le problème est résolu. Hein. C'est-à-dire que la cause du malaise, il faut bien que vous le résolviez, ce problème. Voilà. Moi, je me souviens au début que j'ai travaillé mon travail thérapeutique, je fonctionne toujours j'ai toujours fonctionné par métaphore, hein. Et puis je pense que c'est très bien parce que justement ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Je me souviens, j'étais parfaitement consciente de l'importance du travail que je faisais et de l'efficacité surtout. Donc ça c'est extrêmement important. Et j'avais l'impression d'avoir à vider une dizaine de smirmorques avec une minuscule petite cuillère à café, quoi. C'était vraiment... c'est-à-dire que j'étais parfaitement consciente de l'ampleur du travail. Mais bon, qui était proportionnelle à l'ampleur des merdes qui m'étaient arrivées depuis que j'étais toute petite, hein, je le savais. Hein. Alors le problème, c'est qu'on dit toujours, bah oui, occupez-vous, vous avez toujours des gens bien intentionnés qui vont vous donner des tas de conseils. Le problème, c'est que moi, j'ai une amie, par exemple, qui me disait, mais enfin, quand on voit la misère dans le monde, est-ce que tu réalises à quel point tes problèmes à toi sont dérisoires à côté de la misère du monde, etc., etc. Ah bah oui, effectivement, je mourrais pas de faim, j'avais un mari qui veillait sur moi, j'avais un superbe jardin, j'avais des filles merveilleuses. Enfin, vous voyez ce que c'est-à-dire que elle a tout pour être heureuse, quoi. Elle a tout pour être heureuse, et puis elle pète les plombs. Alors, là, le problème, c'est que, alors évidemment, la faire passer pour une cinglée, c'est tellement plus facile, hein. Bah oui, bien sûr, c'est tellement plus compliqué que ça, hein. Mais le problème, c'est que chacun a une histoire différente et se fier uniquement à la situation extérieure sans chercher à comprendre, c'est vraiment d'une connerie absolument pitoyable. C'est pour ça que c'est très difficile quand quelqu'un va vraiment très très mal et qu'il est dépressif. C'est extrêmement délicat pour l'entourage, même pour l'entourage proche, hein, le mari ou l'épouse ou les amis, d'aider véritablement, parce que quand on n'a jamais connu soi-même ce type de souffrance, eh bien on sort des énormes conneries. Toujours, c'est-à-dire secoue-toi, vous voyez, ce genre de conneries. Alors évidemment, après, il ne faut pas s'étonner que les gens qui souffrent effectivement terriblement, ils disent plus rien. Bah non, hein. Ils disent plus rien, parce que dès l'instant qu'ils se plaignent ou qu'ils racontent leurs problèmes, systématiquement on les fait taire. On les fait taire et on les culpabilise surtout. C'est là le problème, et c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'un psy, c'est très précieux, parce que si vous allez mal, le psy est de votre côté. C'est-à-dire que c'est votre copain, votre ami. Bon, des fois ça pique un petit peu, hein, mais alors vous avez le droit de lui en foutre plein les mirettes aussi au psy. Hein. Moi le mien, c'est moi qui vous dis que... Et puis pas uniquement Thomas Fersen, lui aussi, il en prenait plein la gueule, mais... mais mon psy a du clair aussi. Ah oui, oui. Mais le bon côté de la chose, c'est que c'était aussi un de mes premiers spectateurs. C'est-à-dire que quand j'allais bien et que je sortais des conneries, il n'était pas le dernier à rigoler. Hein. Alors voilà, c'était d'une certaine façon un peu son salaire, quoi. Enfin, c'est une façon de parler. Et le problème réside dans le fait, une fois qu'on décide de partir, le problème réside dans le fait qu'il est souhaitable de faire une sorte de bilan positif.
J'appelle ça tirer les marrons du feu. Non, mais c'est vraiment extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je crois qu'il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit que des gens ne s'aiment plus véritablement, qu'il n'y ait aucune haine pour autant. Simplement, ils ont évolué chacun de leur côté de façon asymétrique, d'une certaine façon, ou de façon différente. Et je crois beaucoup, moi, au travail d'un psychologue sur le couple. J'y crois énormément. D'ailleurs, il y a de très très bons résultats quand les couples ont envie de rafistoler quelque chose et qu'ils ont envie de réparer les choses. Ça fonctionne. Hein. Il y a Psychologie Magazine, vous avez des tas de dossiers là-dessus. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je me souviens avoir lu plein de trucs là-dessus et ça fonctionnait vraiment bien. Maintenant, effectivement, quand il y a des problèmes qui sont autres ou qui sont plus graves ou qui sont, le psy va vous aider à y voir plus clair. Mais c'est vrai que quand vous êtes conscient que votre couple va très mal depuis des années et que vous dites à votre mari ou à votre femme j'ai pris rendez-vous chez un psychologue pour qu'on y aille tous les deux et que l'autre refuse obstinément d'y aller, là vous n'avez aucun scrupule à faire votre valise. Bah oui, parce que vous dites, s'il avait vraiment envie de sauver quelque chose, il accepterait de se remettre en cause. Et à partir du moment où l'autre refuse de se remettre en cause, ça veut dire que la valeur réelle qu'il donne au mariage en question qui se trouve en danger, pour lui est nulle, n'a aucune valeur. Voilà. Donc déjà là vous y voyez nettement plus clair, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ça aide bien ça, en général. Ce qui n'empêche pas, au bout d'un certain temps, de tirer quand même les marrons du feu. Hein, et de dire, j'ai construit, j'ai fait tel truc de bien avec toi, et quoi qu'il m'arrive plus tard, le fait d'y repenser, eh bien, ça me fera du bien si un jour je vais pas bien, le fait d'y repenser, ça me fera du bien. Et c'est important parce que pour l'autre aussi, quand on décide de partir, l'autre a tendance à comment dire, à avoir des regrets aussi quelquefois. Ça peut très bien se produire. Et donc le fait d'avoir cette lettre-là, parce que moi je fonctionne par lettre, je trouve que c'est bienveillant par rapport à son ex, qu'il soit homme ou femme. Bon, ensuite, quand il reçoit la lettre, il peut aussi vous dire que vous êtes complètement cinglé. Il n'y a aucun souci. Hein. Moi, on m'a tout fait. Hein. Donc, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là-dessus, je suis... Voilà. Alors, c'est marrant parce que justement, on m'a mis sous le nez il y a quelques jours une vidéo au sujet de François Hollande avec Valérie Trierweiler à l'époque où il menait campagne avant d'être élu. Et alors, la vidéo montre Valérie Trierweiler en train de discuter avec un de ses collaborateurs et elle disait oui les minéraux, oui j'ai acheté les minéraux que tu lui as dit, mais il veut pas les prendre, et puis oui fais très attention à ce qu'il mange, et puis enfin bref elle veillait sur lui, mais alors comme le cuistot sur la soupe et tout, il n'y avait aucun problème. Et puis après, une fois qu'elle est partie, qu'elle a décidé de partir, elle a écrit ce fameux livre. Voilà. Moi personnellement, c'est vraiment, je trouve ça ridicule, mais alors ridicule, d'avoir fait une chose pareille. Autant je peux parfaitement comprendre qu'on ait des griefs envers quelqu'un parce qu'on se sent blessé, je comprends, mais on ne règle pas ses comptes par livre interposé. C'est une attitude stupide, mais comme j'ai jamais vu, quoi. Franchement, hein. Quelle honte. Quelle honte. C'est pitoyable. Bon, alors je ne suis pas en train de porter un jugement sur François Hollande et c'est le fait qui est Julie Gaillet après, ça ne me regarde pas, quoi. Je n'ai pas à porter de jugement ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas. Je sais juste que c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de prendre sa défense, parce que même ici en Normandie, c'est déjà arrivé qu'on m'interpelle sur ce sujet-là, et encore dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé. Et donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui ne comprennent pas que François Hollande ne se marie pas alors qu'il soutient le mariage pour tous, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il peut très bien faire certains choix au niveau de sa vie privée, il le fait non pas par rapport à des convictions de façon générale, mais le choix qu'il fait
relativement à sa vie privée est conforme à son vécu, à lui aussi. Hein, à l'image qu'il a du couple en général, à l'image qu'il a du couple dans sa famille, dans son environnement, chez ses amis. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, comme tout le monde. Moi, je suis pour le mariage pour tous, je suis hétérosexuel. Excusez-moi, je ne vais quand même pas aller me marier avec une femme, avec une femme, alors que je suis hétérosexuel. Non, mais je veux dire, les gens sont vraiment stupides, quoi. Quand il s'agit de nuire ou de nuire à l'image de quelqu'un, tous les prétextes sont bons, quoi. C'est vraiment... Il y a vraiment des gens qui sont d'une puérilité, enfin d'une bêtise, pour être tout à fait franche, qui est assez déconcertante. Mais cette histoire de faire un bilan positif du couple qu'on a, du couple antérieur, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un truc que j'avais lu nulle part, hein, c'est moi qui ai décidé ça. En fait, j'ai décidé ça et je suis super contente parce qu'en fait, quand j'avais raconté ça à Thomas Fersen, suite à ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'ai pas citées, mais il y a bien 4 ou 5 personnes qui étaient justement en froid avec leur ex. Et des mecs en général d'ailleurs, et qui étaient en froid avec leur ex, et puis on m'a fait savoir que qu'ils avaient décidé de renouer et pour avoir des meilleures relations, de telle sorte que les enfants en souffrent moins et tout, donc j'étais super contente, quoi. Voilà. Quoi dire de plus? Rien de particulier. J'aimerais bien qu'on m'autorise à terminer mon divorce et que ça avance.